Oublie les règles du jeu classique. Ici, on écrit l'histoire autrement. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est d'écouter celles et ceux qui l'ont fait avant toi. Je suis Marine Adato et tu écoutes La Légende personnelle, le podcast qui t'aide à comprendre une chose essentielle. Dans ce monde hyper connecté, ton plus grand pouvoir, c'est ton identité. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec des gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri lui répond « Je le sais, mais je fais ma part. » Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcast se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Cette belle mobilisation, nous avons voulu y participer avec la légende personnelle. Et pour cet épisode spécial, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Bedos. Frédéric a créé en 2010 le projet Imagine. Son but, créer un mouvement d'engagement citoyen en faveur d'une société plus juste, inclusive et durable. Son moyen d'expression pour sensibiliser le public, des films, des événements et des programmes d'accompagnement vers l'action. Sa conviction, chacun peut activer son pouvoir de rendre le monde meilleur. Comment ? En s'inscrivant dans les objectifs de développement durable définis par l'ONU et en les déployant dans des établissements scolaires, les entreprises, les villes et les prisons. Une bataille culturelle pour favoriser l'émergence d'une autre culture, celle de l'engagement, du respect et de la solidarité, une culture de paix. Bonjour Frédéric Bedos. Bonjour Marine. Alors Frédéric, tu es productrice, tu es réalisatrice, journaliste. Tu travailles en France, tu travailles aussi à l'international. Tu as créé, j'en ai parlé en 2010, le projet Imagine, qui est une ONG. Qui est doté depuis 2017 d'un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies. J'ai raconté cette histoire du colibri pour démarrer cet épisode. Le colibri, c'est l'emblème du projet Imagine. La symbolique est forte. Il s'agit évidemment de faire sa part en passant à l'action. Et donc, toi, tout ton sujet, c'est de voir comment est-ce qu'on passe à l'action. Quel a été pour toi l'élément déclencheur pour passer à l'action ? Écoute, en fait, cette ONG, j'ai coutume de dire que c'est un peu le puzzle de ma vie. Donc ça allie autant mes compétences professionnelles que les valeurs qui habitent mon cœur, mon esprit, et donc ça a unifié ma vie, on va dire. Donc moi, quand je me lance dans l'aventure de cette ONG en juin 2008, je me lance dans cette aventure et officiellement l'ONG est lancée en mars 2010 parce qu'évidemment il fallait déjà avoir du contenu pour le lancer. Et donc jusqu'en juin 2008, j'ai fait une carrière dans les médias en tant que journaliste, réalisatrice et effectivement surtout à l'international. En fait, j'ai vraiment fait mes armes dans le monde anglo-saxon avec les Américains d'abord puis les Anglais. Et donc j'ai très vite eu une vision assez globale sur le monde des médias et aussi sur sa puissance de frappe. Donc oui, j'ai fait une vingtaine d'années dans les médias et les médias du monde entier. Et puis d'ailleurs, les anglo-saxons, c'est quand même les meilleurs dans les médias, c'est des tueurs. Et donc on peut dire que j'étais au cœur du réacteur et j'ai très vite eu une intuition. L'intuition que la manière dont nous sommes informés, la manière dont les médias décryptent les grands enjeux du monde est de plus en plus anxiogène. Et je me suis dit, là où on pourrait croire qu'on a d'autres chats à fouetter parce qu'on a tellement de problématiques dont il faut se préoccuper, beaucoup de gens finalement se disent, font pas attention. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Et sauf que moi, je me suis dit, en fait, si on se place d'un point de vue culturel, eh bien, ça diffuse à grande échelle la peur dans les cœurs, dans les esprits. Et donc, ça crée une culture de la peur. Or, la peur, c'est souvent la pire des conseillères. C'est celle qui fait qu'on va se replier sur soi, sur cette petite communauté d'idées, sur son petit monde à soi. Et peu à peu, on va bâtir des murs qui nous séparent les uns des autres. Et pour moi, c'est devenu une question existentielle dans le fait que, justement, les grands enjeux du monde aujourd'hui sont des enjeux globaux, planétaires. Et donc, ils nous appellent à unir nos forces.
au-delà de toutes nos différences et au-delà des frontières terrestres que la civilisation humaine a mis en place. Donc en fait, on a rendez-vous avec nous-mêmes en tant que genre humain, et c'est maintenant que ça se joue. Et il faut justement utiliser la puissance de frappe des médias pour amener cette connaissance, cette prise de conscience qu'il est temps vraiment d'unir nos forces. Et donc au moment où je me pose ces questions d'ordre professionnel, où je me dis eh bien, moi, j'aimerais essayer de revisiter mon métier de journaliste pour informer plus que jamais, on en a besoin plus que jamais, mais de manière constructive, avec espérance. Et je pense vraiment que ça fait la différence. Donc, au lieu de mettre le focus sur la peur, vraiment, plutôt avoir ce côté, bah oui, évidemment, tout n'est pas rose, etc. Mais on est capable de relever le défi, on est capable de s'en sortir, surtout si on unifie nos forces. Et donc, au même moment où j'ai cette réflexion professionnelle, je suis rattrapée par mon histoire personnelle, une histoire d'enfance un peu particulière, qui fait que j'ai été élevée dans une famille, une méga famille, puisqu'on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier, et que des enfants considérés comme étant inadoptables, donc des enfants très lourdement traumatisés, très lourdement handicapés, trop âgés pour intéresser les couples pour l'adoption, etc. Donc voilà, tout un millefeuille de difficultés, et on arrivait du monde entier. Et donc finalement, m'habite cette conviction que nous sommes capables de bâtir la grande famille humaine et vivre en famille humaine. Et finalement, le projet Imagine, c'est ça. Utiliser mes compétences professionnelles de journaliste, de réalisatrice, de professionnelle des médias au service de ces valeurs qui m'ont sauvée dans mon enfance. Belle histoire. Aujourd'hui, en fait, il y a un constat aussi, tu vois, sur la partie des aides. Il y a plusieurs questions sous-jacentes par rapport à ça, mais qui aide aujourd'hui, qui passe à l'action, et quelles sont les problématiques aussi que rencontrent les gens lorsqu'ils veulent passer à l'action. Alors, c'est évidemment tout le sujet du projet Imagine, mais est-ce que tu peux justement expliquer pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui de passer à l'action, et puis ensuite, on verra aussi tout ce que tu produis comme contenu, justement, comme finalement des contenus qui sont plutôt porteurs d'espoir, ce que tu disais, pas de peur, mais plutôt d'espoir. Mais déjà, d'un point de vue très pratique, qui aide aujourd'hui? Qui passe à l'action aujourd'hui? Ouf, c'est une sacrée question. En fait, je pense, tu sais, tu dis souvent aujourd'hui, est-ce que c'est plus dur, enfin, est-ce que c'est dur aujourd'hui, etc. Je pense qu'en fait, ça l'a toujours été, et je pense pas que ce soit une problématique spécifiquement dans le temps, en tout cas. La seule vraie différence, je pense, c'est que on a conscience vraiment d'être face à un point de bascule, quoi. C'est vraiment ça, dans l'histoire humaine, dans l'histoire de cette planète même, en fait. Et c'est ça qui est vertigineux, et c'est ça qui peut aussi nous paralyser. Donc, on parle souvent de paralyser de peur. Donc, il y a effectivement, oui, quelle crainte ça crée en nous. Mais en même temps, et c'est pour ça que je dis la peur, c'est une question de dosage aussi, c'est-à-dire que la peur peut paralyser, mais si c'était que ça, c'est que vraiment une peur au paroxysme, ça peut carrément nous déshumaniser. Et c'est là où on voit que voilà, et donc il y a un vrai enjeu, mais il y a évidemment aussi un volet de la peur qui est là aussi pour nous avertir, pour faire en sorte qu'on puisse survivre, ne pas voilà, pas commettre des imprudences qui pourraient nous mettre en danger, etc. Donc c'est vraiment une question de dosage, mais c'est vrai que vient percuter de plein fouet tout ça, c'est les médias et leur puissance de frappe qui est inégalée dans notre histoire. Et en plus, on est là vraiment juste au moment où on va encore basculer dans une autre forme d'urgence, c'est qu'avec l'intelligence artificielle et notamment générative, tout ce qui est apparu il y a quelques années en termes de fake news, de post-vérité, de vérité alternative et tout ça, va prendre des proportions inimaginables. Donc comment démêler le vrai du faux, comment trouver son chemin là-dedans. Donc ça va devenir vraiment voilà, moi j'avais eu l'intuition il y a très longtemps quand j'ai créé le projet Imagine, puisqu'à l'époque 2008, 2010, il n'y avait pas les fake news, le conspirationnisme, la défiance généralisée, il n'y avait pas tout ça. Hein. Mais déjà, voilà, je me disais,
le 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 verre est dans le fruit, quoi. C'est-à-dire que je me disais, à partir du moment où on n'a plus conscience du caractère très précieux de la qualité informationnelle qu'on diffuse, on risque d'aller droit dans le mur, puisque dans ce cas-là, les règles du jeu sont pipées. C'est-à-dire, il faut faire de l'audience à tout prix, et c'est là où on bascule dans la politique spectacle, le sensationnalisme, etc. Et donc là, on va arriver à quelque chose de bien plus problématique. Donc il y a d'un côté ça, et donc c'est ça qui peut paralyser beaucoup de gens qui ont envie d'agir. En même temps, c'est vrai aussi que parce que ça fait la une des médias tous les jours, c'est-à-dire le changement climatique, la crise environnementale, l'effondrement de la biodiversité, etc., toutes les questions autour du développement durable, de son empreinte carbone. Donc du coup, ça nous ramène face à nous-mêmes, chacun en tant qu'individu. On se dit alors c'est quoi mon bilan carbone, c'est quoi, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et en fait, c'est assez terrible parce que je pense que on est pris en tenaille, c'est-à-dire que d'un côté on est très culpabilisé au jour le jour, et de l'autre on se sent tellement petit et impuissant face à l'ampleur des enjeux. Donc tout ça peut vraiment nous paralyser, et puis on ne sait pas forcément par où commencer, comment faire. C'est pour ça qu'au projet Imagine, je me suis dit, l'idée, c'est d'inspirer vers ça, c'est-à-dire rappeler que en tant que personne humaine, on va regoûter au bonheur face à toutes ces incertitudes qui sont un peu écrasantes, ça nous écrabouille un peu. Et il y a face à toutes ces incertitudes, sans doute le moyen de se relever, c'est justement de passer à l'action, parce que c'est ce qui fait reculer la peur, l'angoisse, etc. Mais d'un autre côté, il faut donc susciter cette envie, mais après, il faut vraiment l'accompagner. Et l'accompagner dans la durée, parce que c'est une culture. Une culture de la solidarité, tu l'as très bien dit en introduction, une culture de la solidarité, culture de la paix, culture de l'engagement, c'est une culture. C'est-à-dire que pour moi, ce qui compte, c'est pas tellement ce que vous allez faire ou comment vous allez le faire, c'est pas de la technicité, c'est pas du journalisme de solution, ce que je fais. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les racines de votre engagement. Où est-ce que vous allez trouver à l'intérieur de vous ce qui va vous animer, ce sur quoi vraiment vous allez appuyer toute votre vision, votre action, etc. Et ça veut dire que si vous avez ce socle et ces racines, quel que soit le type d'engagement que vous allez embrasser, il va y avoir quelque chose de très solide en vous. Ça va pas partir, ça va pas être balayé au moindre coup de vent. Et ça va en fait finalement pouvoir s'appliquer à tous les pans de votre vie. Donc finalement, ça va être un facteur d'unification de votre vie. Et pour moi, c'est un enjeu humain absolument phénoménal, c'est-à-dire que c'est en alignant comme ça petit à petit tout ce qui fait notre humanité qu'on va pouvoir retrouver du sens à nos vies. Et aujourd'hui, on voit bien que la recherche de sens, c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout. Les gens se sentent déstabilisés parce qu'ils ont l'impression que plus rien n'a de sens. C'est pareil pour les bullshit jobs, etc. Et donc, encore une fois, ça peut générer beaucoup d'angoisse, tout ça. Mais moi, je pense que ça vient nous titiller exactement là où on en a besoin. Ça vient nous inviter. C'est une invitation à passer à un autre stade de notre vie et aussi de notre civilisation. Ouais. Et alors dans les contenus que tu produis toi, en fait, l'idée c'est de mettre en lumière les héros du quotidien pour inspirer aussi les autres. Comment est-ce que tu les choisis? Comment tu les trouves? Ouais. En fait, donc l'idée, c'est effectivement de se dire, tout ce que je viens de te dire, ça peut paraître des grands concepts et des grandes idées philosophiques, etc. Et donc, ce qui compte, c'est de revenir au plus proche de la réalité de terrain. Parce que du coup, il y a cette authenticité du vécu, de l'expérience vraiment vécue, quoi. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais tout de suite illustrer toutes ces idées, en fait, en laissant de côté les grands mots et simplement en laissant le spectateur s'imprégner de cette expérience humaine qui sont ultra inspirantes. Et donc, c'est effectivement le portrait de ce que j'appelle les héros humbles. Et c'est là où tu vois comment la boucle est bouclée, puisqu'en fait, l'idée que j'ai eue de mettre en lumière ces héros humbles est venue de l'histoire de mon enfance. C'est-à-dire, je me suis dit, mais mes parents adoptifs, ce sont des héros finalement, mais des héros de l'ombre dont personne ne parle, et des héros humbles parce qu'ils n'ont jamais rien fait par recherche de gloire, de lumière, c'était pas ça leur moteur. Et en fait, très vite, quand j'ai réalisé ça, ce qui était plutôt une évidence en fait, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, des héros humbles, il y en a plein partout dans le monde. Ils n'ont pas tous forcément adopté 20 mômes, mais ils s'attaquent tous à des problèmes bien concrets, bien réels, et à un moment, ils sont tellement percutés par ces problèmes qu'ils décident de remonter les manches, d'aller dans l'arène pour agir. Et donc, quand on découvre leurs histoires,
leur parcours, leurs combats, leurs défis, les moments aussi où ils ont le moral dans les chaussettes, parce qu'on y laisse beaucoup de peau dans ce genre d'aventure. Et ça, pour moi, c'est très important de pas édulcorer les sujets, de pas faire une espèce de conte de fées. Ce sont des combats. Et c'est bien pour ça que ce sont des héros. C'est parce qu'ils relèvent le défi et qu'en fait, ils en payent le prix. Et donc, oui, il y a toujours un prix à payer. Mais je pense que de toutes les façons, quel que soit ce que l'on fait dans nos vies sont truffées d'épreuves. Il y a des obstacles, des épreuves. On va tous, finalement, on va pas en sortir indemne, forcément. Et donc, ce qui compte pour moi, et c'est ça le message que j'essaye de faire passer, c'est choisissons bien nos combats, ceux qui valent la peine de vivre ces épreuves, ces blessures, etc. Parce que du coup, le sens, il est intrinsèque. Et donc, ce qui est beau, c'est que au lieu d'en parler pendant des heures, je vous montre des histoires d'hommes et de femmes qui le vivent. Et du coup, comme ils ont des personnalités très différentes, ils sont sur des combats et des causes très différentes, eh bien, ça vous donne tout un éventail d'inspiration parce que certaines histoires vont vous toucher plus particulièrement, d'autres moins. Et donc, j'essaye qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts, quoi. Et tu peux me donner des exemples, justement, de Oui, héros? avec joie, avec joie. Alors, tu vois, au tout début, quand j'ai commencé l'aventure, j'ai fait le portrait, donc notre tout premier héros humble, le portrait de Riyad Salem. Et Riyad Salem, pour moi, c'était un peu comme un frère. Il est né avec un handicap très lourd puisqu'il est né sans main et sans jambes. Donc, c'est un enfant de la thalidomide. C'était un médicament qu'on prescrivait aux femmes enceintes avant de s'apercevoir que ça provoquait des malformations congénitales sur les bébés. Donc, il est victime de ça. Et il va vivre toute son enfance dans des institutions spécialisées, des hôpitaux où il voit, où il regarde le plafond les 3/4 du temps, donc c'est assez déprimant. Et en fait, dès qu'il va sortir de ces hôpitaux à l'âge de 18 ans, la première chose qu'il va faire, c'est créer des associations pour aller envoyer du matériel orthopédique, des médicaments dans les pays du tiers-monde où les enfants n'ont pas accès à tout ça. Donc juste dingue, le mec, il a pas de jambes, c'est un globe-trotteur. C'est un globe-trotteur, il faut lui courir après, je peux te dire qu'il va vite. Et je dis ça parce qu'en fait, c'est aussi une boule d'énergie qui fait que c'est un de nos plus grands champions de handisport. Et quand je dis grand champion, je crois qu'il est à ses 7e Jeux paralympiques. Peut-être que ceux de Paris vont être les 8e. Et ça, dans 3 sports, trois disciplines différentes, puisqu'il a été recordman du monde de vitesse en natation, puis il a fait donc du basket fauteuil. Très très grand basketteur de fauteuil, et c'est lui qui a introduit en France le rugby fauteuil. Donc tu vois des gens qui vraiment nous permettent de complètement changer d'idée et sur nos idées préconçues, nos préjugés. C'est-à-dire que normalement, si je vous dis j'ai un ami, il est né sans main, sans jambe, vous allez dire oh le pauvre. Mais quand vous voyez l'histoire de Riyad, vous dites pas le pauvre parce que c'est lui qui vous redonne la pêche. D'ailleurs, il va même dans les prisons rencontrer les prisonniers qui sont suicidaires, qui ont des pulsions suicidaires. Il va à leur rencontre pour leur redonner la niaque, l'envie de vivre. Et il y arrive. Donc, si tu veux, on voit le retournement. Donc, c'est là où on voit aussi que nous sommes tous fragiles. Nous sommes tous vulnérables. Et donc, nous avons vraiment ce défi à aller chercher quelque chose de très fort en nous, c'est-à-dire cette puissance de vie, mais qui ne va pas du tout annihiler la vulnérabilité qui nous habite, puisque notre vulnérabilité, c'est ce qui nous permet de bâtir des solidarités. Et donc, ça fait aussi notre humanité. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un exemple. Ouais, c'est vrai, se rendre compte qu'en fait, on a cette force en nous, tous. Bien sûr. C'est là où, en fait, moi, j'aime bien, avec le projet Imagine, j'essaye sans arrêt de montrer une ligne de crête entre des paradoxes, entre des opposés, parce que tout est dans cette ligne de crête. Donc, ça veut dire que, avec le projet Imagine, on vient redonner de l'espérance, on donne l'envie d'agir aux citoyens, on leur montre qu'en fait, leur rôle est précieux, le rôle de chacun de nous est précieux si on veut accompagner ce changement vers un monde meilleur, vers un monde plus humain, parce qu'en fait, le défi, c'est d'humaniser enfin le monde. Parce que le seul super pouvoir qu'on n'a toujours pas exploré, c'est d'être vraiment humain. donc en fait, c'est ça. Et donc, d'une certaine manière, c'est une démarche d'empowerment. C'est-à-dire, chacun a le pouvoir de transformer ce monde. Donc, c'est, voilà, prendre conscience qu'on a un pouvoir. Au-delà des droits et des devoirs dont on ne cesse de nous seriner, nous avons un pouvoir. Donc, démarche d'empowerment. Mais en même temps, j'équilibre ça par aussi une plus grande prise de conscience de cette extrême vulnérabilité qui est intrinsèque à notre condition humaine. Et c'est dans cette ligne de crête. C'est-à-dire, si on n'est que dans l'empowerment et
réaliser qu'on a un pouvoir, on peut très vite aussi avoir la grosse tête, tu vois, et être dans un délire de toute puissance qui, là, pour le coup, est totalement délétère. Et de l'autre côté, si tu es que dans la vulnérabilité, tu peux très vite tomber dans la victimisation et voilà, et je lèche mes plaies et tout. Mais dans cette ligne de crête, eh bien là, t'es vraiment pleinement humain. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et tout est comme ça au projet Imagine. C'est on essaye tout le temps d'amener cet équilibre, on va dire. Ouais. Et alors c'est vrai que c'est un équilibre qui est pas forcément toujours évident à trouver et à défendre. Vous défendez beaucoup l'égalité homme-femme. D'ailleurs toi, tu as fait un documentaire en 2016 qui est assez emblématique, donc qui s'appelle Des femmes et des hommes. Il a été vu il a été vu par plus de 50 millions de personnes. Il a été sélectionné au Festival de Cannes en 2016. Il a eu le prix d'argent aussi du meilleur film documentaire au Deauville Green Awards en 2016. Quel a été l'impact de ce film sur le public? Énorme, énorme. Et en plus, c'est un film qui ne cesse pas son parcours. Il continue. Il faut savoir que là aussi, ça a été le fruit d'une intuition, puisqu'en fait, ce film a nécessité 2 ans de travail. Et donc, j'ai commencé le tournage en juillet 2013. Et sur une idée qui a commencé à surgir en moi en mars 2013. Et donc, ça veut dire bien avant la vague MeToo. Donc, à l'époque, l'égalité femmes-hommes, on en parlait quand même très, très peu. Et j'ai vraiment eu, en fait, je sortais du Conseil des droits de l'homme à l'ONU Genève et je venais d'entendre un discours de Ban Ki-moon. C'était Ban Ki-moon à l'époque qui était à la tête des Nations Unies et qui disait qu'en fait, les objectifs du millénaire du développement, qui sont les ancêtres des ODD d'aujourd'hui, des objectifs de développement durable, eh bien, il faisait une alerte. On était en mars 2013. Il fait une alerte en disant, en fait, on n'arrivera pas à les obtenir, à les atteindre, ces objectifs, notamment parce qu'on recule de manière très significative sur le droit des femmes un peu partout dans le monde. Et moi, je tombe là-dessus et je suis hallucinée parce que je me dis, ah bon? C'est-à-dire que je me dis, j'ai bien conscience qu'on a beaucoup de progrès à faire, mais je pensais quand même qu'on avançait, qu'on allait dans le bon sens. Et là, en fait, j'entends Ban Ki-moon qui nous dit, non, on recule. Et je me dis, je suis quand même quelqu'un de plutôt bien informé et j'ai pas conscience de ça. Et donc, ça me percute et je me dis, moi, je veux comprendre de quoi on parle, c'est quoi la réalité derrière, de quoi on parle. Et je commence cette enquête sans savoir que ça me mènera sur un long métrage. Sur le coup, franchement, je sais pas. Mais en fait, au fur et à mesure, je commence à tisser le fil et ça m'emmène beaucoup plus loin, etc. Et je décide de ne pas me limiter, de continuer. Donc 2 ans de travail. Donc on est avant la vague MeToo, mais au moment où le film sort, eh bien ça y est, MeToo arrive. Et donc du coup, ça lui a donné un élan énorme parce que là, pour le coup, on était pile poil exactement sur le sujet. Il y a aussi une chose, c'est que pour la première fois, il y avait un film, donc un film de cinéma, qui abordait cette question de manière universelle avec une approche holistique. Donc vraiment un angle mondial, donc très ambitieux, et avec cette approche systémique, c'est-à-dire de se dire, en fait, mon idée de départ, c'était de dire, les femmes, on est à peu près 55% de la population mondiale. 52, je crois. 52%. Donc, en fait, on est une majorité. On est traité comme une minorité, on est une majorité. Donc, vu le volume que nous représentons, chaque fois que les femmes sont discriminées, quel que soit le domaine de discrimination, eh bien, chaque fois, pour moi, on atteint vraiment la civilisation humaine dans son ensemble. Et donc, ça a des conséquences sur tous les aspects de la société. Et c'est pour ça que je voulais vraiment garder cette approche globale. Et du coup, ça a quelque chose de très pédagogique, didactique partout dans le monde, puisque ça c'est une vision mondiale, et aussi qui n'élimine pas les hommes de la réflexion, c'est-à-dire on n'y arrivera que quand les hommes décideront à nos côtés de se battre pour cette cause, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est stupéfiant. Je l'ai regardé, enfin, notamment tout ce qui se passait en Inde, en Chine, c'était stupéfiant. Ce qui est très beau, tu vois, dans ce film, ce que je trouve magnifique, c'est que c'est vraiment, il ne tient que à son casting. C'est-à-dire, ce sont que des hommes et des femmes, et surtout des femmes. Il y a quand même peu d'hommes dans le film, mais
qui ont un charisme incroyable, qui sont tous des super experts, c'est-à-dire que quand ils disent quelque chose, il y a une force d'autorité dans ce qu'ils disent, mais en même temps, il y a aussi, je trouve que rien qu'à l'image, il y a un hommage à la beauté des femmes, quel que soit leurs âges, quelle que soit leur ethnie, parce qu'elles ont toutes un charme fou, parce qu'elles sont avec cette luminosité d'intelligence, c'est brillant, il y a de l'humour, il y a de l'ironie, enfin, et du coup, c'est passionnant. Et on balaye comme ça plein de choses qui nous ouvrent l'esprit. Et pour moi, c'est ça la puissance des médias, c'est quand on essaye vraiment, quand on prend pas le public pour un imbécile et que du coup on se sent non seulement respecté en tant que public, mais aussi vraiment enrichi à la fin. Et pourtant, évidemment, on ne répond pas à toutes les questions. Finalement, c'est plus ouvrir des champs encore d'interrogation finalement. Ouais, c'est ça. Et alors, justement, dans ces ouvertures de champs d'interrogation, donc là, on est à un moment charnière en France, puisque le 4 mars, on est devenu le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa constitution l'interruption volontaire de grossesse. Donc c'est un progrès extraordinaire pour les femmes. Au même moment, la moitié de l'humanité est encore victime de discrimination, de privation de liberté. On peut parler notamment des situations extrêmes en Afghanistan, où les femmes disparaissent carrément de l'espace public. Ça, t'en as parlé avec Boris Cyrulnik. T'as eu un échange avec lui. Je crois que vous l'avez sorti justement à l'occasion de la journée de la femme sur ce sujet de l'oppression des femmes. Selon toi, alors t'en as parlé un peu précédemment, mais par quoi va passer le progrès? Comment est-ce qu'on peut agir chacun aussi à notre niveau? Oui, c'est là où on se rend compte à quel point on doit tous grandir vraiment en humanité, quoi. Et donc petit à petit, avoir une meilleure vision, une vision finalement empathique, qui fait que on ne peut plus ignorer les souffrances ou la différence de traitement. Parce qu'en fait, c'est marrant, même sur sur la façon de qualifier les choses. C'est-à-dire quand on parle d'égalité femmes-hommes, moi j'ai fait des débats un peu partout dans le monde, puisque le film est allé de partout dans le monde, donc j'ai eu droit à des débats absolument passionnants partout dans le monde sur cette question. Et combien de fois j'ai été étonnée de voir des hommes, c'était souvent des hommes, dire mais vous parlez d'égalité, mais quand même comme l'homme et la femme c'est différent, vous essayez de gommer cette différence. Ça n'a rien à voir. C'est là où on voit à quel point il y a eu une distorsion, c'est-à-dire quand on parle d'égalité, on n'est pas en train de dire qu'on est pareil, on est juste en train de dire égalité de droit et de traitement, point. C'est-à-dire que c'est une question de droit, c'est une question vraiment très très pragmatique et qui permet à chacun d'être comme il veut finalement. Et donc on voit qu'il y a des confusions, mais qui sont aussi, je pense, qui sont dues à des peurs, encore une fois. C'est-à-dire, encore une fois, dès qu'on essaye d'amener du changement, on bouscule l'ordre établi, on bouscule donc mes petits fondamentaux, les trucs sur lesquels je me sens bien. Et donc, c'est jamais simple. Et ça veut dire que peut-être ça va me demander un sacrifice, ça va me retirer quelque chose. Et donc, il y a cette peur, cette appréhension. Donc, on voit que si on doit avoir cette générosité de cœur et d'âme, ou même cette noblesse d'âme qui permet à l'autre d'avoir aussi accès à tout ce qui toi t'est donné, on voit que la barre est plus haute. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Et pour que ça fasse son chemin, je me dis, il faut que enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois mes films. J'essaye de faire des films qui vont s'adresser au cerveau, c'est-à-dire qui vont vous donner accès à des données objectives, documentées, etc., qui viennent vraiment argumenter et vous ouvrir l'esprit. Mais il faut aussi que je parle à votre cœur et à vos tripes, parce que c'est ça qui va vous faire bouger. C'est une chose de nourrir l'esprit, c'est pas forcément ça qui va vous faire bouger. Mais à un moment, il faut trigger quelque chose, quoi, déclencher quelque chose. Et en fait, ça va déclencher des émotions. Or, les émotions, c'est ce qui met en mouvement. C'est ce qui m'émeut, qui me meut. Et donc, ceux qui pensent que le journalisme de qualité, c'est un journalisme objectif, neutre, déjà sont enfin, soit ignorant, soit malhonnête, parce que ça n'existe pas. Soit vous êtes un être humain en tant que journaliste, donc forcément, vous pouvez pas être ni objectif ni neutre. Vous avez forcément un point de vue situé, il suffit de l'assumer, voilà. Et en plus, pour moi, c'est très beau que ce soit, voilà, avec cette appréhension humaine, avec voilà ces sentiments, etc. Mais il faut être, par contre,
très honnête dans sa démarche. C'est pas la même chose d'être neutre ou d'être honnête. Il y a un autre sujet aussi que t'as traité avant les autres, et dont on parle beaucoup depuis peu, c'est la justice restaurative. La justice restaurative, en tout cas moi dans mon idée, on s'en est vraiment pas emparé, mais en tout cas on en a pris connaissance il y a pas longtemps, et notamment avec le film de Jeanne Henry. Et oui, en 2023, je verrai toujours vos visages. Donc c'est sur la justice restaurative. C'est revenu encore il y a pas longtemps parce que Adèle a eu le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Et toi, t'en as parlé il y a 10 ans, en 2012. 2011. En 2011. Ouais. Voilà. 2011. Comment est-ce que tu vois du coup l'évolution des actions qui ont été menées à ce sujet entre le moment où toi t'en as vraiment pris conscience et tu t'es emparé du sujet, là maintenant avec un film qui revient et qui a été énorme succès public. Je crois qu'il y a eu 1 million de spectateurs au cinéma, il me semble. Donc c'est énorme. Ouais, c'est extraordinaire. Selon toi, quelle a été l'évolution, où on en est aujourd'hui? On parlait de peur tout à l'heure. Voilà, comment est-ce que tout ça a participé aussi à cette prise de conscience? Il y a encore beaucoup de boulot. En fait, moi, c'est toujours pareil. Moi, je suis en tant que journaliste, moi, je suis plutôt dans le côté investigation, etc. Et donc, j'ai toujours les oreilles qui traînent. Donc, je suis toujours très attentive aux signaux faibles et tout. Puis après, je suis mon instinct. Et donc, c'est vrai que je venais à peine de lancer le projet Imagine quand j'entends parler qu'il y a une expérimentation secrète qui a lieu à la Maison centrale de Poissy. Maison centrale, ça veut dire les crimes les plus graves. C'est là où il y a les peines les plus longues. Et donc, j'entends ça. Je sais pas du tout de quoi il en retourne, mais je sais pas, je sens qu'il faut creuser. Et donc, je comprends que c'est une expérimentation de justice restaurative. Je connaissais pas du tout le concept. Et je me dis, je sens qu'il y a de l'humain là-dedans. Et je commence à creuser. Et effectivement, ça m'a amené donc non seulement à découvrir ce concept qui en fait existait déjà depuis plusieurs décennies et était mis en place avec des modalités diverses, mais dans déjà pas mal de pays, et notamment, par exemple, au Brésil. Moi, je suis allée dans des prisons au Brésil, parce qu'en fait, il y a très longtemps, lors des premiers mandats de Lula, donc bien avant ces réélections-là, Lula, Brésil, je veux dire, les gangs, les crimes, il y a de quoi faire. Hein. Et Lula avait découvert donc la justice restaurative. Il a très vite compris tout l'intérêt de ça, et il a mis des gros budgets, notamment pour les délinquants, pour essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas que les gangs prennent pas la main dessus, quoi. Donc bref, j'ai commencé à travailler là-dessus et donc j'ai fait ce film avec des bouts de ficelle. J'étais au tout début du projet Imagine, on n'avait pas un sou, pas de matos, tout ça. Donc j'ai réussi à monter une petite équipe de bénévoles. Enfin bon, donc un film très pauvre techniquement, mais alors franchement au niveau du fond, c'est bouleversant, c'est d'une puissance. Et même moi qui m'étais préparée quand j'ai commencé le tournage, la fin, je vais pas la révéler, mais franchement, allez voir ce film parce qu'il dure une vingtaine de minutes. C'est vraiment un petit film, pas du tout prétentieux, mais tellement fort authentiquement. Et la fin, on a été tous complètement bouleversés et c'est allé beaucoup plus loin que ce que j'imaginais que la justice restaurative puisse faire. Ce qui est très beau, c'est que du fait que j'ai été la première à mettre en avant et à faire découvrir ce concept en France, très vite, l'Institut français pour la justice restaurative s'est vraiment rapproché de moi et du coup, je suis membre du conseil d'administration depuis des années et j'ai participé au lancement mondial. En fait, il y a eu un colloque mondial sur la justice restaurative à l'UNESCO et c'est moi qui ai fait le lancement. Donc, c'était vraiment assez incroyable et à la suite de ça, Christiane Taubira a vraiment mis dans la loi la justice restaurative en France. Donc, c'est des avancées extraordinaires. Mais la réalité de terrain, encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de moyens absolument... Enfin, ça va pas du tout. On n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Alors que on parle de quelque chose qui peut faire progresser toute la société dans son ensemble. C'est ça qui est magnifique. Mais la réalité, c'est que c'est des questions politiques. C'est-à-dire que depuis pas mal de temps, et ça ne fait que s'aggraver malheureusement, si on est opportuniste au niveau électoraliste,
Il vaut mieux montrer les gros bras, faire le gros dur, etc. Ça rapporte des voix. Dire qu'on vient à quelque chose de nuancé, qui demande un petit peu plus de pédagogie, etc. C'est pas évident en termes électoralistes. Et sauf que c'est là encore une arnaque. Quand on dit aux gens, vous voulez être en sécurité, donc faisons des peines maximum, tolérance zéro, etc. Ça peut donner l'impression, ah bah ça y est, on serre la vis, c'est bien, et puis tant pis pour eux, ils l'ont bien mérité. Parce que c'est souvent et souvent en plus, c'est sous le couvert de dire c'est par respect pour les victimes, c'est pour les victimes. Les victimes veulent pas ça du tout. Hein. Les victimes, pour le coup, elles cherchent vraiment à s'en sortir humainement. Et donc c'est pas cette caricature-là. Et donc la réalité, c'est que ce qu'on oublie de dire, c'est que aussi longue que soit la peine qu'on va infliger à telle ou telle personne, cette personne finira par sortir. Et donc, si on n'a pas donné du sens à cette peine, si on n'a pas accompagné pour faire en sorte qu'il y ait vraiment quelque chose qui se relève, qui se rebâtit, eh ben cette personne, quand elle va revenir dans la société, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez vraiment en sécurité? Donc tout ça, c'est des caricatures, quoi. Ouais. Et donc tout ça, c'est toujours la même chose. Il faut effectivement être informé sur dessus. Ben oui. Et informé de manière qualitative. C'est pareil, hein. Tu sais, quand parfois les gens, quand ils découvrent le projet Imagine, donc c'est quand même une ONG d'information, je ne sais pas si c'est encore la seule. Au moment où les Nations Unies nous ont reconnus officiellement, en 2017, ils m'avaient dit, est-ce que tu as conscience d'avoir créé la seule ONG d'information au monde? Il y a à peu près 10 millions d'ONG dans le monde, donc je ne pouvais pas le savoir. Mais donc je ne sais pas si c'est encore le cas ou s'il y en a d'autres, mais en tout cas, ça veut dire qu'on était très précurseurs, ça c'est certain. Et donc souvent, les gens, quand ils découvrent assez rapidement comme ça l'ONG, ils disent ah bah oui, donc vous faites du journalisme positif, tout ça. Mais pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, ça veut rien dire du journaliste positif. C'est comme si on faisait le journal des bonnes nouvelles. Enfin, pour moi, c'est vraiment la fausse bonne idée, tout ça. Je me dis voilà, on est confronté à des tas de problématiques. Ce serait pour moi scandaleux d'aller se gargariser de quelques bonnes nouvelles et de se mettre la tête dans le sable au lieu de s'en emparer. Et par ailleurs, il faut être très réaliste sur les enjeux. Donc c'est pas les positiver, c'est pas les édulcorer, voilà, c'est justement les regarder bien en face. C'est ce que nos héros humbles font. Ils édulcorent pas les sujets, ils les regardent bien en face, parce que plus on a une conscience fine de la réalité de la situation, plus on va être capable d'inventer, d'imaginer de quelle manière essayer d'adresser ces problèmes, d'y répondre, de trouver des solutions, etc. Et donc, c'est vraiment avoir de plus en plus non seulement cette honnêteté dans la manière de regarder les choses, mais aussi cette exigence, et ça c'est chaque citoyen, on doit avoir cette exigence de s'informer mieux, de mieux comprendre les tenants et les aboutissants, pour avoir cette vision nuancée. Et tout ce que je dis là, pour le coup, c'est exactement la guerre qui est menée aujourd'hui, c'est la guerre contre la nuance. C'est-à-dire que ce qui emporte le morceau systématiquement ces derniers temps, c'est là où on est tonitruant, où on est complètement caricatural. Plus c'est gros, plus ça passe. Suffit de voir Trump. Enfin, je veux dire, et donc c'est consternant. Mais tout à l'heure, on parlait de l'égalité femmes-hommes, etc. Moi, très sincèrement, ma grande crainte pour aujourd'hui et pour demain, c'est que je pense qu'il y a un retour du fait religieux qui est phénoménal et qui verse de plus en plus dans un radicalisme, un fondamentalisme, et parce que notamment, plus nous sommes face à une problématique existentielle, c'est-à-dire l'effondrement de la biodiversité, de changement climatique, etc., nous met face à un potentiel écroulement du monde, à un potentiel anéantissement de notre civilisation. Et cette idée même, eh bien, peut être tellement anxiogène que beaucoup vont se réfugier dans la religion, dans une vision très irrationnelle, parce que ça rend complètement irrationnel. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas être religieux, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est juste que à partir du moment où c'est que motivé par la peur etc., eh bien, on tombe là dans un radicalisme parce qu'on veut pas voir, tout simplement. Et là, on ne peut plus argumenter, puis c'est Dieu qui l'a dit. Donc, il n'y a plus aucun argument rationnel qui peut tenir. Quand on voit aujourd'hui les évangélistes américains qui disent que Trump, c'est le fils de Dieu, bon, moi je veux bien, hein, mais je me demande s'ils ont lu le même livre que moi. mais voilà, et donc on voit jusqu'où ça peut aller.
Et on voit là, peu à peu, effectivement, voilà, la guerre entre les musulmans, les chrétiens, etc. Enfin, tout ça est en train de prendre des proportions énormes. Narendra Modi en Inde, pareil. Je veux dire, donc on voit bien que il y a plus. Et donc, moins il y aura de rationnel. En plus, la peur aussi ne permet pas de réfléchir de manière rationnelle. Donc, vous voyez, la nuance, ça va être difficile dans ce concert-là. Hein. Ouais. Et alors, justement, il y a un rôle aussi, je voulais t'en parler, mais les réseaux sociaux. Le rôle des réseaux sociaux là-dedans, Et justement. oui, et Il oui. y a deux choses. Il y a effectivement les fausses informations. T'en parlais tout à l'heure de l'IA et on attend de voir là tout ce qui va se passer avec les élections américaines, mais en tout cas, il y a un vrai sujet réseaux sociaux, IA, d'une part, sur justement la culture de la désinformation et souvent de la peur, mais il y a aussi les réseaux sociaux comme moyen de relais et de soutien. Donc en fait, on est Et sur d'enfermement. Et ouais. d'enfermement, puisqu'en fait, on sait maintenant que les algorithmes mis en place par la plupart de ces réseaux sociaux vous enferment dans des boucles. Donc en fait, vient toujours vous conforter dans votre idée préconçue, vos préjugés, et vont faire que finalement, vous allez vous retrouver qu'avec une communauté autour de vous qui pense exactement comme vous, et donc peu à peu, vous allez être de plus en plus justement dans cette radicalité de vision qui fait que vous n'êtes plus du tout ouvert à l'altérité. Or, c'est ça qui nous permet d'être ensemble. C'est aussi ce qui nous fait grandir en tant qu'être humain. C'est cette altérité. Le fait de devoir discuter avec des gens qui pensent pas comme vous, qui n'ont pas les mêmes convictions, etc., vous oblige à grandir, à ouvrir le champ de votre esprit, à avoir plus de patience et de respect, etc. Enfin, c'est pas évident, c'est pas forcément, voilà, mais c'est à ce prix qu'on peut vraiment être humain. Et là, quand vous vous retrouvez que dans ces boucles qui vous confortent comme ça, eh bien, vous êtes de plus en plus intolérant sur la parole qui vient vous bousculer. Et donc, et c'est vraiment tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc oui, donc d'un côté, il y a le fait que les fake news, etc., ont des autoroutes, c'est les fameuses autoroutes de l'information en fait, qui avaient été lancées par Clinton à l'époque, et tout le monde a été très naïf avec ça, et on pensait que ça allait être un objet d'ouverture, de voilà, et puis en fait aujourd'hui c'est exactement le contraire. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est le prélude à quoi? Ça va pas être simple, c'est certain. Ouais. Bah, Bah, alors d'ailleurs c'est très drôle parce que en fait on est dans une époque de la communication et on n'est plus du tout dans une époque de la relation. Et c'est ça qui est fou. exactement. Bah, tu vois, tu m'amènes exactement à ma prochaine question. On est dans une époque de la communication. Et justement, les réseaux sociaux, donc ça peut enfermer d'une part. D'autre part, on peut aussi se dire, tu vois, que c'est l'action facile pour justement aider une cause, adhérer. T'appuies sur un bouton, t'as l'impression d'avoir soutenu, puis après qu'est-ce qui se passe en fait? On peut aussi se dire qu'à un moment donné, on reprend ça pour nous, pour notre propre communication. Tu vois, donc en fait, euh, enfin, qu'est-ce que t'en penses? Et puis aussi, euh, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Moi, je trouve que souvent, ça nous empêche de passer à l'action concrète derrière. Mais comment on fait? Enfin, quel est ton avis? Comment on fait? Comment on passe outre? Tu vois, ce phénomène, on sort de la boucle. Oui, tu sais, comme je te disais, nous on est toujours dans cette vision où on essaye de trouver un équilibre et donc cette ligne de crête. Et c'est vrai qu'en fait, les réseaux sociaux, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est un moyen de mobilisation, une certaine démocratisation qui permet aussi de faire des choses extraordinaires. Souviens-toi le printemps arabe, par exemple. Tu vois de quelle manière ça a permis aux gens de se mobiliser, de s'organiser en passant outre les relais étatiques, etc. Donc il y a des choses incroyables. Je me souviens aussi pendant la campagne présidentielle de la première campagne de Trump, je me souviens que via TikTok, des jeunes américains s'étaient organisés, qui faisaient que un de ces meetings s'est retrouvé quasiment vide parce qu'ils avaient réservé toutes les places et tout pour en fait ne pas y aller. Enfin, donc, et alors c'est très étonnant parce que TikTok normalement c'est vraiment pour les
les tout jeunes quand même. Et ça a vraiment, c'est pas du tout politisé. Normalement, c'est vraiment très ludique, etc. Et pourtant, ils l'ont utilisé et ils l'ont finalement politisé. Donc, on voit que, voilà, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça reste un outil qui permet aussi, voilà, d'être au courant de ce qui se passe au bout du monde avec des choses très authentiques de terrain faites avec des bouts de ficelle avec son portable. Je pense aussi, par exemple, à l'Iran. Il y a toute une jeunesse iranienne qui évidemment est bien loin de cette vision complètement archaïque des mollahs et qui finalement heureusement a les réseaux sociaux pour s'exprimer. Enfin, il y a plein de choses. Mais en même temps, voilà, c'est un outil. C'est comme toujours, hein, toute la technologie, c'est au service de quoi on la met et est-ce que on reste assez voilà, assez prudent, assez vigilant pour ne pas en devenir finalement en devenir la chair à pâté, quoi. Donc après, effectivement, sur l'engagement, la manière d'agir, euh, c'est intéressant quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, tout ce qui est les campagnes où on doit signer des pétitions, des choses comme ça, mine de rien, ça pèse. C'est-à-dire que quand on a effectivement avec Avaz, etc., c'est quelque chose qui est incroyable en termes d'expression de la vie populaire, etc. Donc c'est génial. Mais après, c'est sûr que si on ne se contente que de mettre de temps en temps des pouces comme ça de ci, de là ou une signature, on risque quand même d'être frustré parce que on a quand même chacun ce besoin de se sentir utile, ce besoin aussi de vivre quelque chose qui a du sens, et ça c'est irremplaçable. Donc ça peut être complémentaire, mais ça peut pas remplacer, ça c'est certain. Mais après, ça me donne l'occasion quand même de rajouter encore cette autre nuance qui moi me tient à cœur. C'est que avec le projet Imagine, donc on essaye d'accompagner comme ça cette culture de la solidarité, de l'engagement, de l'action. Et pourtant, je tiens à dire, et c'est vrai qu'on prend comme fer de lance les héros humbles qui sont là pour nous inspirer et nous donner, nous aussi, l'envie d'embrasser tout ce chemin, quoi, ce chemin de défi. Et pourtant, je tiens à dire, c'est pas l'action pour l'action. C'est-à-dire que, pour moi, je déteste l'idée d'avoir une vision utilitariste de l'être humain. Donc, c'est selon ce que tu pourrais, encore une fois, amener même dans le paysage public comme ça. Alors voilà, tu vas pouvoir vraiment faire bouger les lignes, etc. Ou alors ton action est comme ça, c'est un peu naze. Non, c'est pas ça. Et c'est pour ça que je vais vraiment sur d'abord les valeurs et les racines. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'attaquer aux racines des problèmes. Et quand tu t'attaques à ça, moi, j'en reviens finalement toujours à notre intériorité. Qu'est-ce qui nous habite? Ce trésor unique qui nous habite. Est-ce qu'on en prend conscience? Est-ce qu'on le nourrit? Et comment cette prise de conscience va colorer toutes les actions qui vont faire nos vies. Et c'est là où j'aime bien citer Mère Teresa qui dit le tout, c'est pas de faire des grandes choses. C'est faire même des petites choses, mais avec un grand amour. Mais c'est sûr que si on bascule là, le monde change. Et c'est ça qui compte, c'est-à-dire vraiment à un moment que tout ce que nous faisons et tous nos choix, etc., toutes nos actions soient colorées par quelque chose d'une grande qualité humaine. Et là, c'est extraordinaire. Et donc, ne pas nous précipiter dans l'action, mais d'abord commencer à faire cet effort d'introspection qui est absolument essentiel aujourd'hui, notamment parce que on est pris dans un chaos, un brouhaha permanent, notamment le brouhaha médiatique. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec les petits, hein, avec les enfants dans les écoles notamment, parce qu'ils sont toujours connectés. Tu m'amènes exactement où je t'emmenais, c'est formidable. C'est parfait. Donc effectivement, vous recréez du lien dans une société qui est hyper connectée. Et les enfants sont hyper connectés. Donc vous avez des programmes d'accompagnement à l'action. Et parmi eux, donc dans les écoles, dans des maternelles au lycée, et en fait ce sont des programmes d'engagement citoyen. C'est ça, c'est vraiment c'est ça. Et donc vous participez aussi à l'éclosion de personnalités citoyennes, ce qui est extraordinaire. Quels sont les effets en fait que tu vois là-dessus, et quels sont les objectifs aussi pour demain, tu vois, pour ces nouveaux citoyens? Tu as tout à fait raison, c'est préparer le futur, c'est d'abord et avant tout effectivement se pencher sur la jeunesse d'aujourd'hui. Et en fait, là encore, on est toujours dans une vision assez ambitieuse avec le projet Imagine. On a toujours cette vision systémique, une vision de long terme,
C'est-à-dire que pour moi, je ne crois pas à un changement des mentalités, un changement des comportements, un changement même de conscience qui se fait en 2 coups de cuillère à peau. Ça y est, on a vu un beau film, hop, tout a changé dans notre life, ou alors on a fait un atelier ou une conférence et ça y est. Non, ça, j'y crois pas. Ça, ce sont différents outils et différents timings. C'est-à-dire que pour nous, on a une devise, c'est de l'inspiration naît l'action. Et donc l'inspiration, ça va être effectivement nos films de héros, nos conférences, livres, etc. Tout ce qui va nous permettre en fait de commencer à faire brise-glace, à ouvrir les cœurs, à ramener comme ça ce déclic, cette envie d'embrasser tout ça. Parce qu'en fait, je suis persuadée que cette envie, elle est là, mais souvent elle est un peu étouffée parce que bon, on est dans le jour quoi. Une fois que tu as fait le brise-glace et que tu as redonné l'impulsion, bah, c'est pas le moment de s'arrêter là au milieu du gué, parce que pour la plupart des gens, ça va quand même très vite retomber comme un soufflé, on sait pas comment faire, par où commencer, c'est pas si simple. Et c'est là où il faut après rentrer dans le pragmatique et accompagner dans la durée, pour justement favoriser l'émergence de cette culture de la solidarité et de la paix. Et donc, nous, dans les écoles, on a mis en place un véritable parcours, un parcours d'apprentissage du vivre ensemble, de la citoyenneté, c'est-à-dire être citoyen, c'est être acteur de la société qui nous entoure, et donc c'est prendre conscience qu'on a le pouvoir, effectivement, de transformer le réel, et qu'on n'est pas condamné à l'impuissance. Donc, pour tout ça, il faut les accompagner. Donc, ce sont des programmes où il y a quasiment un atelier, imagine, une fois par semaine. C'est quand même très ambitieux. Oui. Et donc cette vision systémique. Et pour moi, c'est très important parce que je pense que voilà, les choses sont. Tu sais, c'est Edgar Morin qui défend cette pensée complexe, la complexité du monde. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans un monde complexe maintenant. Et du coup, il faut avoir comme ça cette espèce de modélisation et accompagner dans cette découverte-là au fur et à mesure, parce qu'elle peut être très anxiogène. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'aujourd'hui, comme on est dans ces caricatures, on vient de voir que tel problème est apparu, puis qui fait la une des médias, et hop, on dégaine tel truc. Donc là, en ce moment, c'est les cours d'empathie. Bon, bah voilà, on fait des cours d'empathie. J'ai rien contre les cours d'empathie. Nous, on en fait dans notre programme, il y a ça. Mais ça suffira pas si tu le prends isolé comme ça, comme si c'était là sur ses petites pattes. Ça n'a même pas de sens. Pour moi, il faut vraiment accompagner dans quelque chose de durable et qui permet peu à peu à chaque enfant de réaliser peu à peu tout le potentiel qu'il habite et qu'il puisse du coup se réapproprier sa vie, son monde, parce qu'il se sent un peu dépossédé face à ce monde qui est encore une fois très angoissant, et surtout qu'il puisse se projeter dans son futur. Or, aujourd'hui, et ça a été longtemps un angle mort, depuis la crise Covid, on commence à avoir une prise de conscience, c'est que nos enfants vont mal. Les enfants, et même les tout petits, avant même qu'ils aient des mots pour le dire, sont très angoissés, parfois même terrifiés. C'est-à-dire que tous les jours, parce que comme eux, ils sont tout le temps connectés, pour le coup, il n'y a rien qui peut les empêcher de voir les images, d'entendre les choses anxiogènes. Donc, ils voient des images terribles, la guerre en Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ça. Enfin bon, il y a des choses vraiment, ils les voient. Faut pas oublier que le terrorisme en France, c'est carrément à la grille des écoles maintenant, donc c'est quand même un truc de fou. Et tous les jours, eux, ils sont très impactés aussi, effectivement, cet effondrement de la biodiversité, l'état de la planète, etc. Donc bref, il y a un millefeuille qui fait qu'ils se sentent écrasés par ça, ils en entendent parler tous les jours, et ils se sentent tellement petits et impuissants. Et donc, comment imaginer qu'ils puissent étudier sereinement dans ces conditions-là, et qu'ils puissent surtout se projeter dans leur futur? Et donc, nous, face à cette angoisse, on va les accompagner en leur disant, en leur montrant que effectivement, le monde doit faire face à plein de défis, et que le monde est pas rose. On n'est pas là pour les prendre pour des imbéciles, parce qu'ils le sont pas, et on va donc pas édulcorer les sujets. Mais on va aussi leur dire, mais tu sais quoi, en fait, tu peux faire partie de la solution. T'es pas condamné à l'impuissance, tu as prise sur le réel, et tu peux agir à ton niveau, et ton action sera déterminante, elle sera précieuse, et encore plus si tu le fais en unifiant les forces de manière collective. Et mais ça, c'est une découverte extraordinaire, et elle se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Il faut vraiment les aider à s'imprégner de ça et à le goûter, à le vivre de manière très concrète. Et c'est pour ça, de l'inspiration naît l'action. Toute une partie du programme va être sur l'inspiration, peu à peu les baigner de ces valeurs-là, leur faire comprendre que c'est possible, en même temps en les nourrissant de ces exemples de héros, etc.
Et puis en ramenant peu à peu effectivement cette empathie, cette confiance, un rapport de confiance et de pacification dans la classe pour que chacun puisse faire tomber les masques et puis puisse se faire confiance et parler. Et puis petit à petit les emmener vraiment vers l'action. Et donc c'est aussi l'école de la démocratie. Ensemble, en étant ce collectif, sur quelle cause on va se mobiliser, quel type de projet solidaire on va mettre en place. Et là, on va les accompagner dans la mise en place très concrète d'un projet. C'est-à-dire qu'entre l'idée et vraiment faire les choses, là aussi, c'est des sacrés défis. Mais il y a des fondamentaux, des étapes incontournables. Et il faut donc les accompagner sur ces étapes, mais en veillant à ne rien faire à leur place. Parce que la prise de conscience qu'ils en sont capables, c'est ça qui va les accompagner toute leur vie. Et donc, en fait, c'est hyper transformateur, c'est extraordinaire. Et ce qui est beau, c'est que c'est transformateur aussi pour la communauté éducative, pour les enseignants qui, eux aussi, quand même, sont très malmenés par l'époque. Et il faut pas oublier, depuis l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard, nous qui sommes en lien avec les profs, combien de profs nous disent tous les matins, je dois me lever en essayant de me convaincre que je vais me mettre devant une classe qui sera pas composée d'ennemis. Imaginez d'aller bosser dans ces conditions-là, on en est là quand même. Et donc, ouais. Et donc je disais, c'était pas cette angoisse des jeunes était à un angle mort très longtemps. Moi, ça fait depuis que le projet Imagine existe, je l'avais vu et c'est pour ça qu'on a fait un programme aussi ambitieux. Et aujourd'hui, depuis le Covid, effectivement, l'OMS, tout ça, maintenant documente ça. Donc, il y a le concept d'éco-anxiété, évidemment, qui est un peu le fil rouge commun à tous les jeunes du monde entier. Mais au-delà de ça, on sait que voilà, la santé mentale des jeunes est très inquiétante depuis quelque temps. Et vous les accompagnez, enfin, en tout cas, vous intervenez dans beaucoup d'écoles sur tout le territoire. Oui, alors non seulement sur tout le territoire, en fait, ce qu'on a fait, comme on a une approche toujours holistique, universaliste, il a fallu non seulement donc avoir des années de conceptualisation, puisque ce sont des programmes, tu l'as très bien dit, de la maternelle à l'obtention du bac, en fait, et donc c'est par tranche d'âge, par cycle d'apprentissage, puisque ça suit l'évolution cognitive des enfants, ça doit rejoindre aussi les objectifs des profs, parce que c'est dans le temps scolaire. Hein. Donc il y a eu un énorme travail de conceptualisation, de tests sur le terrain, de réajustement, etc. Et pour vérifier l'universalité du programme, son efficacité, quels que soient les types de contextes, etc. Et en réalité, ce sont des programmes qui peuvent aller dans le monde entier. Donc, au moment où on se parle, tu vois, hier, j'avais une visio par rapport à notre programme qui est dans un bidonville du Bangladesh, par exemple, sur des enfants de 8 à 12 ans. Et c'est exceptionnel ce qui se passe. On l'a fait au Vietnam. On essaye de voir si on peut le mettre en Afrique. Donc, si tu veux, il peut aller dans le monde entier. Et tous nos programmes sont comme ça, en fait. Ils ont cette vision humaniste qui fait que, normalement, ça doit marcher partout. Et du coup, je rebondis sur cette vision et cette internationalité, ta vision justement pour le projet Imagine dans, je sais pas, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est quoi? Alors écoute, je vais te dire, je suis obligée, enfin c'est comme ça que je le vois, d'un côté, là encore, je suis toujours entre les deux, d'un côté, moi j'ai créé le projet Imagine avec vraiment cette envie, ce désir que ce soit une organisation qui perdurera bien après ma mort, etc., tu vois, et d'un autre côté, la réalité, c'est que c'est tellement fragile, c'est tellement compliqué, c'est tellement paradoxal. Ce monde génère tant d'argent. Je veux dire, tous les jours, on nous dit que le CAC 40 fait des records, etc. Et la générosité est de plus en plus compliquée. Vraiment, vraiment. Et en fait, je pense que et donc du coup, je suis obligée de me dire, je sais pas si le projet Imagine survivra longtemps ou pas, j'en sais rien. Et donc, je dois vraiment être dans cet abandon, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, et ça c'est ma fierté, c'est que je sais que toutes les années d'existence du projet Imagine, ce projet Imagine ne fait que du bien autour de lui. Ça, je sais. Et ça, depuis le démarrage, on sait que voilà. Et donc, on verra bien. Mais je suis obligée d'être dans l'abandon parce que je ne sais pas. On verra. Après, l'idéal de l'idéal, et ça, plein de porteurs d'associations le disent, ce qu'on rêve, c'est que le monde n'en ait plus besoin, en fait, parce que les problèmes sont résolus. Ça, c'est le meilleur. Mais voilà, on verra bien. Mais c'est vrai que sur la générosité, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis pas mal d'années, il y a une espèce de professionnalisation du monde de la philanthropie, notamment justement du secteur privé, avec les fondations d'entreprises, etc. Et parce qu'ils ont ce logiciel très rationnel, très pragmatique,
mais aussi communicationnel, c'est-à-dire il faut en même temps, c'est aussi un enjeu d'image, de réputation, donc ils ont peu à peu professionnalisé leur fondation en leur donnant des objectifs très clairs, validés par des statuts finalement très étriqués, etc. Et le projet Imagine, on peut le mettre dans aucune boîte parce que justement il sort de, tu vois, voilà, on n'est pas que sur le handicap, on n'est pas que sur les enfants malades, on n'est pas que, nous on est au service de toutes les causes. Et on est là pour justement essayer de faire en sorte que chacun on comprenne qu'on peut s'emparer des choses et qu'on a un rôle précieux. Donc en fait, comme on n'est pas identifiable dans une case particulière, eh bien c'est très compliqué pour nous d'obtenir des dons, du soutien, là où il y a l'argent en fait. Donc c'est pas simple du tout. Eh ben, décidément, jusqu'à la fin, Frédéric, tu m'auras fait toutes mes transitions. Génial. Comme ça, tu seras pas frustré du coup. Voilà. Et donc j'allais te poser la question, comment est-ce que on peut participer au projet Imagine et comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec vous? Ah, génial. Ça, c'est une super question. Merci de la poser, Marine. Alors, c'est simple, hein. On a un site www.leprojetimagine.com, tout attaché. Donc là, vous avez accès à des films que vous pouvez partager, regardez-les en famille avec des amis, c'est tellement super. Vous pouvez nous aider, donc il y a une plateforme de dons, donc vous pouvez nous faire des dons en ligne. Ce qui est génial aussi, donc faire des dons selon votre envie, selon vos possibilités. Ce qui est génial aussi, c'est de pouvoir nous donner de la visibilité, donc d'être un donateur régulier. Genre, vous décidez de donner telle somme chaque mois et du coup, ça se fait de manière indolore. Si c'est possible, c'est super. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous et ça, pour pouvoir justement passer le message. On est présent sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, donc n'hésitez pas. Inscrivez-vous aussi à notre newsletter parce que comme ça vous serez au courant de toutes les nouveautés. Tout à l'heure tu as parlé de cette interview avec Boris Cyrulnik qu'on a mis en ligne effectivement le 8 mars dernier. Il faut savoir que cette interview, elle a été précédée le 25 novembre dernier, journée de l'élimination de la violence faite aux femmes. On avait mis en ligne aussi une grande conversation sur l'oppression des femmes dans le monde avec un focus spécial Iran-Afghanistan avec d'autres spécialistes et c'est absolument passionnant. Donc bref, on fait beaucoup de choses, des événements, etc. Donc n'hésitez pas. Et donc tout don est bienvenu. Et si vous connaissez des gens fortunés qui savent pas trop quoi faire de leurs sous, n'hésitez pas à leur parler de nous. Et on peut aussi nous faire des dons par chèque, par virement, etc. Hein, tout est possible. On peut même nous faire des dons, des legs si par exemple quelqu'un a un super immeuble dont il sait pas quoi faire, mais n'hésitez pas, nous on saura. Voilà. Très, très bien. Faut aller jusqu'au bout, quoi. Allons jusqu'au bout, passons à l'action. Hein. Yes, exactement. Et puis, une dernière chose quand même. Si vous avez des enfants, vous connaissez des professeurs, si vous êtes professeur vous-même, si vous êtes directeur d'école, renseignez-vous sur notre site au niveau du programme École Imagine. Pareil pour les universités, on a un programme universitaire extraordinaire en lien avec tous les travaux d'Edgar Morin qui est absolument extraordinaire. Donc, on a beaucoup de choses. Hein, et si vous êtes chef d'entreprise et que vous vous demandez comment humaniser, ramener cet esprit collectif, ramener de l'espérance dans vos équipes, là aussi, on vient juste de terminer un programme pour les entreprises. On va mettre tous les liens en description du podcast et donc inscrivez-vous à la newsletter, visionnez tous les contenus qui sont top. Écoute, Frédéric, on a tenu le temps imparti. Extraordinaire. Ah ouais, non, bravo. Alors franchement, bravo. Merci vraiment pour. Par toutes j'ai vu tout. Enfin, tu vois vraiment, même que tu reviennes à la justice restaurative et tout, je suis très touchée que tu aies été jusque-là dans tes recherches. Franchement, merci beaucoup. De rien. Enfin, il faut en parler. Je trouve ça vraiment très chouette. Bravo. Enfin, c'est vous qu'il faut féliciter. Hein. Voilà, donc l'épisode, cet épisode était un peu spécial, hein, il était complètement hors série par rapport à ce que je fais habituellement, il touche à sa fin. Merci Frédéric d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Marine. Merci pour ton partage. Moi, je vous donne tous rendez-vous aussi sur le site podcaston.org parce qu'il y a plein d'autres associations aussi, plein d'autres podcasteurs qui ont fait la même chose que moi.
Et donc, si vous en avez la possibilité, bien sûr, faites des promesses de dons. Voilà, c'est important de pouvoir aider ce genre de projet. Et on compte sur vous. Et puis à bientôt. À bientôt. J'espère que tu as été inspiré par cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, laisse-moi un commentaire et abonne-toi. En attendant le prochain, retrouve le contenu vidéo de la légende personnelle sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Merci de nous avoir écoutés et n'oublie pas, ta marque personnelle est ton super pouvoir.